Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gecina, première foncière de bureaux en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959. Aujourd'hui, Emmanuel Causse, première partie, une vie de militante. Emmanuel Causse, vous avez été ministre du Logement entre février 2016 et mai 2017, et j'ajoute que vous avez été une ministre du Logement populaire chez les professionnels, et allez, j'ajoute chez les journalistes, et vous faites partie des rares titulaires du portefeuille qui ne découvraient pas la question, puisque vous étiez depuis 6 ans vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France chargée du secteur. Et depuis, vous êtes également resté fidèle au sujet puisque vous avez été élue en novembre 2020 présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Mais je voudrais, avant que nous parlions strictement de votre vie de ministre du Logement, qu'on commence par le commencement et par votre vie d'avant ministre du Logement, puisque vous avez été ministre à la quarantaine. Donc avant, il s'était passé beaucoup de choses. Une vie très militante, très marquée par le militantisme. Oui, enfin, c'est ma vie, donc je sais pas si elle est très marquée par le militantisme. Plus que certains, on va dire. Plus que certains. C'est vrai que voilà, je me suis engagée dans les mouvements lycéens quand j'avais 15 ans. Alors, qu'est-ce qui fait pour une jeune femme à 15 ans de vouloir s'engager comme ça dans un mouvement lycéen, par exemple? Parce qu'en fait, parce que j'ai grandi dans une famille où, en fait, famille au sens large, hein, pas que mes parents, famille dans laquelle l'engagement, en fait, avait une place très importante. Donc, toujours. Mais vous auriez pu refuser, Oui, mais moi, ça faisait partie pour moi des choses qui m'intéressaient. Je pense que j'avais envie de prendre part à des activités collectives, mais aussi tourner vers la question. Enfin, c'est pas juste l'engagement, parce que j'aurais pu avoir un engagement associatif classique, mais c'était aussi plutôt d'être dans un truc plus collectif, les situations. Typiquement, l'engagement lycéen, je me rappelle très bien, parce qu'en fait, j'étais en seconde, j'avais été avec des copines de lycée à une manif pour la commémoration de la mort de Malik Oussekine. Parce qu'en fait, pendant les grands mouvements étudiants en 1986, moi j'étais en 5e. J'avais interdiction d'aller en manifestation. T'es un peu jeune quand même. Parce que j'étais jeune et que il s'y passait des choses assez dures en termes de violence. Moi, je me rappelle très bien. Et dans ma famille, beaucoup ma mère, ma tante, allaient aux manifestations. Elle y allait avec mon frère plus âgé le week-end et elle m'avait dit, tu vas pas. Et c'est vrai qu'en seconde, en fait, à l'occasion de cette manifestation, j'ai vu des gens qui étaient dans un mouvement lycéen. Donc, on a commencé à discuter. J'ai participé. Donc ça, c'était la FIDL. Voilà, c'était la FIDL. Donc j'étais en seconde. Donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Je trouvais ça assez agréable. Enfin c'était intéressant. Voilà, militantisme assez, qui est très lié au syndicalisme, c'est-à-dire voilà, il y a des groupes de travail, on réfléchit à des revendications, on demande des rendez-vous à des organisations syndicales, tout ça. Bon, j'ai fait ça pendant un an et demi. Vous êtes passé à la télévision à cette époque. Il y a encore un film qui en atteste. Oui, j'ai été au Club Dorothée. Et oui, au fameux Club Dorothée. Et je me rappelle même, pour la petite histoire, parce que j'avais quand même des petits boulots, donc je gardais des enfants, que la dame chez qui je gardais des enfants était consternée parce qu'elle m'avait vu là. Ah. Voilà. Donc j'ai fait ça, puis j'en suis partie. Alors c'était mouvement lycéen, c'était sympa, c'est avec des gens de mon âge. Mais c'est en même temps très politisé, très affilié évidemment au Parti socialiste, à SOS Racisme. Et moi, c'est en fait ça me dérangeait. C'était pas tant d'ailleurs l'affiliation, c'était le fait qu'on était en fait pris dans un moule et qu'en gros, fallait suivre un moule. Et il y a eu notamment les débats sur la guerre du Golfe où en gros, je me rappelle très bien qu'il fallait qu'on ait une position sur la guerre du Golfe, alors que moi c'était pas mon choix. Donc j'ai pris un peu de distance par rapport à ça. Et il se trouve que un peu plus tard, et je pense que voilà, j'étais pas tout à fait à l'aise en fait par rapport à ma construction politique personnelle. Et en fait, il y a eu un grand changement, c'est que donc en terminale, des amis que j'avais rencontrés dans ces mouvements-là, alors en fait à la FIDEL, à SOS Racisme, et de fait je voyais aussi des militants du Parti socialiste qui étaient plus âgés, qui n'étaient pas des lycéens. À cette occasion, j'ai un copain un jour qui m'a dit oui, tu sais, en fait maintenant on milite ailleurs, on milite à ACT UP, la lutte contre le sida, tout ça. Donc ça c'était en avril 92 et ils m'ont dit viens avec nous à une manif. Ce que j'ai fait. Et alors là, ça a été une très grande découverte pour moi parce que d'un seul coup, évidemment, je me suis rendu compte, donc on est en 92, on est en plein dans l'épidémie de sida, une époque où il y a très peu de traitements, 8000 décès par an, beaucoup de morts. C'est vraiment quelque chose de gravissime et puis dans un silence assourdissant.
Et alors surtout, des gens que je connaissais comme des militants socialistes de SOS Racisme, très actifs dans ce secteur-là, je découvre en fait qu'ils sont homosexuels, en couple, que la personne que je pensais être leur copain, en fait, est leur mari. Enfin, si on peut parler comme ça. Et qu'en fait, il y a un truc qui change totalement. Et puis moi, je vois des gens en fait qui disent, en fait, je vais mourir, je suis malade, j'ai pas de traitement. Et donc en fait, là, il y a eu un vrai bouleversement dans mon engagement à ce moment-là. Mais il y avait quand même une forme de paradoxe, puisque ces structures étaient souvent, comme vous le disiez, animées par des homosexuels, souvent séropositifs, bien entendu, et vous ne correspondiez aucunement à ces étiquettes. D'ailleurs, en tout cas cette catégorie. Absolument. Alors en plus, moi j'ai découvert cette association Act Up Paris, qui est une association calquée sur l'association new-yorkaise, un mouvement plutôt d'hommes homosexuels séropositifs, avec des méthodes militantes qu'on appelle de l'activisme, avec beaucoup d'agit-prop, de la manifestation de rue, beaucoup d'images symboliques et tout ça. On se souvient du préservatif géant sur la place de la Concorde. J'y ai beaucoup participé. Et vous y étiez, je crois, oui, beaucoup lié. Exactement. Oui. Et c'est vrai que, alors oui, c'était pas mon milieu, mais en fait, à ce moment-là, j'ai découvert quelque chose qui me sidérait, moi, qui était plutôt élevé dans un milieu culturel ouvert, où il n'y a pas du tout, enfin, moi, j'ai toujours connu des homosexuels dans l'entourage de ma famille, aucune difficulté là-dessus. Et j'ai découvert à 17 ans que dans mon état, que je pensais démocratique, riche, plutôt bien organisé, il y avait en fait des gens qui mouraient constamment d'une maladie dont personne ne parlait, et que moi je connaissais bien parce que mes parents étaient dans un milieu soignant et en fait j'avais toujours entendu parler, et qu'il y avait donc des gens qui perdaient tout comme ça avec un État qui était inactif. C'est ça en fait qui a fait, je pense, le sursaut de mon engagement, et en fait la découverte de l'injustice et puis comment dire, une sorte de trahison de l'État par rapport à ses citoyens. C'est comme ça que je l'ai compris. Alors après, c'est vrai que voilà, Act Up, c'était pas du tout mon milieu. On était, moi, quand je suis arrivée en réunion, on était à peu près 120. Je sais pas, il devait y avoir, s'il y avait 30 femmes, ça devait être à tout casser. Et il devait y avoir 15 hétéros, quoi. Donc donc vous étiez ultra minoritaire dans ce... Oui, mais en fait, c'était pas... Au fond, c'était pas le sujet. Franchement, ça me dérangeait pas. J'étais en plus accueillie, d'ailleurs, très bien. Et bon, je pense que c'est compliqué de l'entendre aujourd'hui pour des gens qui n'ont pas vécu cette période-là. Mais en tout cas, pour celles et ceux qui la connaissent, on était vraiment dans une période où les gens mouraient, découvraient leur statut, et certains mouraient quelques mois après seulement. Et c'est vrai que moi, j'ai été accueillie dans cette association avec des gens qui la dirigeaient, qui ne savaient pas s'ils seraient en vie l'année d'après. Et moi, je me rappelle qu'on nous avait quasiment assigné comme devoir d'être ceux qui seraient capables de militer quand les autres ne pourraient plus le faire. Donc dans une forme de drame quand même très importante. Oui, mais c'était le cas. Et en même temps, donc c'était un drame. J'y ai vécu des choses d'une très grande tristesse. Je ne cache pas que ma jeunesse, parce que j'avais 18 ans, m'a beaucoup protégée en fait de ça. Je pense qu'en fait, si j'avais 45 ans et que je vivais ça à cet âge-là, ça serait plus dur. Je pense que je supporterais pas. Ouais. Vraiment, je pense que j'aurais pas la capacité de supporter la douleur que j'ai supportée à l'époque, parce que justement, à 18 ans, ma jeunesse et mon peu d'expérience fait en fait que j'étais plus capable de l'assumer. Et aussi parce qu'on est un peu plus fort, parce qu'on est plus insouciant. Vous étiez aussi dans l'action et dans la colère, parce que ce sont des militances là, on va dire, avec alors, c'est de la militance très de démonstratrice. Voilà. Du sang, du faux sang, du colorant. Bien sûr. Mais enfin, non, mais voilà, c'était un mouvement en fait qui était un mouvement totalement non violent, très mal à l'aise avec d'ailleurs les trucs de confrontation physique, mais par contre qui se mettait en scène. Donc oui, s'allonger par terre, asperger de faux sang, parce qu'il y a eu l'affaire du sang contaminé, des responsables politiques, voire des bâtiments, prendre en otage... Un certain responsable politique s'en est souvenu, vous remettant les jours d'honneur. Il était devenu entre-temps président de la République, mais il se souvenait très bien. Mais il n'en a pas été totalement victime, mais c'est vrai que... Je parle de François Hollande. Bien sûr, quand il y a eu je lui ai raconté, je crois, je sais plus, mais en 1997, quand il y a eu le débat sur le Pacs, en fait, les socialistes n'étaient pas présents dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et donc il y a une motion de rejet qui a été déposée par l'opposition, qui a été adoptée. Donc on était absolument furieux. C'est vrai que moi, j'étais responsable de préparer des litres de faux sang pour le mettre sur le siège du Parti socialiste, mais on l'a pas fait.
Et François Hollande était le premier secrétaire à l'époque. Voilà. Et il nous a reçus d'ailleurs ce jour-là. Donc oui, c'était un militantisme démonstratif, activiste, qui jouait beaucoup sur l'image, sur les mots et sur la connaissance. Alors c'est ça aussi, je pense que c'est important parce que c'est aussi comme ça qu'après j'ai vécu, je pense, mon engagement professionnel en général. C'est qu'à ACT UP, j'ai appris ce que c'était que l'engagement, assumer des positions, avoir le courage de ces engagements, mais c'était aussi d'être toujours totalement outillé sur ce qu'on racontait. Toujours. Donc, on s'est battu pour des médicaments. Il fallait savoir est-ce que ces médicaments sont efficaces ou pas. Quand on discutait d'une question législative, qu'est-ce que disait la loi? En fait, vraiment de connaître d'avoir du savoir. Toujours. Même les gens qui vous aiment pas trop, il doit y en avoir, vous reconnaissent. C'est-à-dire que vous aimez connaître les dossiers. Alors, en tant que ministre, ça a été très clair, mais sur les sujets dont vous parlez, effectivement, vous aimez, contrairement peut-être à certains journalistes, je me mets dans le lot, connaître votre dossier. Mais c'est aussi parce que moi, ça me stabilise, ça me donne de la force. Je veux dire par là, par exemple, que quand je me bats contre des élus qui ne veulent pas appliquer la loi SRU en matière de logement social, j'aime mieux savoir ce qui se passe vraiment dans leur ville et ce qu'ils ont fait ou pas, que juste être dans du dogme et d'être dans une position de principe. Et ça, ACT UP, comme on était très violent et virulent, enfin, on tenait la dragée haute à des ministres. Peut-être aujourd'hui, les gens trouveraient ça facile, mais moi, je me suis retrouvée à m'inviter. Mais enfin, on faisait des choses qui sont d'ailleurs impossibles aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à nous que beaucoup de ministères ont renforcé leur système de sécurité. Mais bien sûr, mais moi, on s'est invité à des réunions où on n'était pas conviés au ministère avec des ministres. Où dans une réunion, on devait intervenir en 2 minutes et dire quelque chose. Donc rappelons que vous aviez pas 25 ans, enfin, ou dans ces eaux-là. Mais si je dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est justement ce travail et le fait qu'on soit fort sur nos connaissances qui nous permettait d'y arriver. Et notamment, et ça, c'est en effet quelque chose que j'ai appris, que je voyais pas toujours dans le militantisme plus classique. Oui, c'est-à-dire moins de dogmatisme. Enfin, pourquoi pas du dogmatisme, mais en tout cas qu'il soit appuyé sur des faits. Alors, vous allez devenir présidente d'ACT UP en 1999. Là aussi, vous êtes la première présidente qui ne soit première femme et non homosexuelle et non séropositive. Et puis vous allez vivre une expérience qui moi m'intéresse aussi. Alors c'est peut-être un peu par forme d'intérêt personnel, mais vous allez être journaliste d'abord à Tétu, puis vous serez rédactrice en chef d'un mensuel qui s'appelle Regard, qui est un mensuel très très ancré à gauche. Alors de cette expérience de journaliste, qu'est-ce que vous avez tiré? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait pendant toutes mes années de militantisme, j'étais au lycée, après j'ai fait mon droit, je fais du droit, j'adorais ça. J'ai un DE droit public. Voilà, puis après j'ai préparé une thèse que je n'ai jamais soutenue, certainement un peu en raison de la politique. C'est possible, et de l'engagement. Mais j'ai enseigné le droit pendant des années, voilà, je donnais des cours tout le temps et tout ça. Et puis en gros, en 2001, je me suis dit, enfin, j'envisageais mal. De toute façon, j'avais plus de contrat à la fac pour enseigner. J'envisageais mal de finir ma thèse en 2 ans. Et c'est vrai que finalement, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? En fait, ce que je savais bien faire, c'est écrire. Donc j'ai commencé en fait à travailler comme ça un peu. Et puis le directeur de la rédaction de Tétu, Thomas Doustali, qui était en fait Tétu et le magazine homosexuel qui a été créé par ACT UP. Il m'avait demandé, il cherchait quelqu'un qui puisse l'appuyer sur l'ensemble du suivi de la présidentielle de 2002, notamment pour avoir un point de vue politique, faire des recherches, outiller, préparer des interviews. Donc j'ai fait ça. Et à cette occasion, il se trouve que c'était des copains qui étaient dans cette rédaction. À cette occasion, un autre rédacteur en chef, Christophe Martet, qui a été un président d'ACT UP, mais qui a été journaliste pendant très longtemps, y compris journaliste de France 2 à New York pendant plusieurs années, m'a demandé de l'aider à travailler sur des papiers d'information sur le VIH et la santé. Et en fait, il m'a formée. Et il a commencé à m'apprendre le métier. Puis il m'a dit, voilà, quand tu fais des interviews, tu commences à poser des questions. Et en fait, j'ai appris mon métier comme ça sur le tas. C'était assez génial, j'ai vraiment adoré. Et puis c'est vrai qu'on faisait un peu tout. Enfin, je veux dire, je faisais les interviews. Bon, après, on a été interviewé, on a fait Jospin Chirac. Oui, là, c'était on a fait Sarkozy Royal en 2007. On a fait Fabius. Enfin, on a fait beaucoup d'interviews politiques, mais importantes. C'est-à-dire, on a eu les premiers politiques qui disaient leur position sur des sujets comme le Pacs, le mariage pour tous et tout ça. Et puis bon, voilà, j'ai appris ce métier et c'est vrai qu'en gros, de 2002 à 2010, en fait, j'ai vraiment exercé ce métier.
à Tétu, puis à Regard que j'ai dirigé. Alors Regard, c'était un peu plus tard, c'est le mensuel des communistes refondateurs. Alors le titre existe toujours, il est toujours ancré gauche radicale, mais c'est exactement la même histoire. Et puis c'est aussi des années où j'ai fait un peu de pige à la radio, un peu de pige aux Inrocks. Alors j'adorais ça. Après c'est très dur, hein, parce qu'en fait tant que j'avais un poste salarié à Tétu, ça allait. Après quand on commence à être pigiste ou travailler, ah oui, vous avez connu la rude vie des pigistes. Hein. Bah ouais, en fait, puis payé au lance-pierre, ou payé en droit d'auteur. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça génial. C'est-à-dire que on écrit des articles, on est payé au droit d'auteur, on n'a aucun droit social. C'est plus même... trop autorisé. Hein, ça l'est plus, mais à l'époque, ça l'était. Alors c'était en même temps génial. J'ai fait des super reportages, j'ai voyagé, on m'a envoyé. Voilà, pour Tétu, j'étais en Russie, faire des reportages sur la communauté homosexuelle, sur les enjeux du sida. J'étais en ex-Yougoslavie, j'ai été en Israël. Donc des trucs vraiment super intéressants. Mais c'est vrai que en fait, j'en vivais plus très bien. Et puis au bout de 10 ans de tout ça, j'avais quand même gardé beaucoup d'engagement politique. Et c'est vrai que il y a eu un moment où je me suis dit en fait, faut faire un choix. Est-ce qu'on reste plutôt dans un métier d'analyse et de commentaire, et d'observation, ou est-ce que je fais autre chose? Et c'est vrai qu'est arrivé les élections européennes de 2009 avec Europe Écologie qui sont un peu venues me chercher. Donc j'ai pas été à ce moment-là. Mais en fait, ça m'a ouvert après à me dire que je pouvais y aller, je pouvais m'engager en politique. Et finalement, voilà, j'ai eu... mais je pense que je serais restée journaliste, mais quand même, j'étais pas non plus totalement heureuse dans ce métier oui, parce que par rapport à mon envie de faire. Ma vie de ministre du Logement, avec aujourd'hui Emmanuel Causse, deuxième partie, l'engagement en politique. Et donc, on retrouve cette envie de faire, puisque vous allez rejoindre Europe Écologie Les Verts. Puis, en 2010, vous êtes élu au Conseil régional d'Île-de-France, dont vous allez devenir vice-présidente, en charge d'un sujet qui nous intéresse un peu, puisque vous êtes vice-présidente chargée du logement, de l'habitat, du renouvellement urbain et de l'action foncière. Donc, et c'est là que vous découvrez la matière logement ? Alors, en quelque sorte, même si, en fait, par Act Up, j'avais travaillé déjà beaucoup sur les sujets d'accès au logement. C'est pas des choses que je découvrais, hein. À Act Up, j'ai participé on s'est battu pour les premiers appartements de coordination thérapeutique, tous les maintiens des droits dans les lieux, enfin, tous ces trucs-là. Donc, je connaissais les enjeux d'accès. Les enjeux de production, de construction, jamais. Et c'est vrai qu'en 2010, donc dans cette campagne électorale, donc moi je participais à cette équipe. Il y avait aussi Augustin Legrand qui avait fait les Don Quichotte quelques années auparavant. Il y avait dans cette mouvance, il y avait Manuel Domergue qui est aujourd'hui directeur adjoint de la Fondation Abbé Pierre. Il y avait René Dutré qui était élu écologiste à la mairie de Paris, qui aujourd'hui s'occupe du comité de suivi d'Allo. Bon, il y avait quand même pas mal de gens impliqués dans le logement. Et à un moment, bon, c'est l'histoire de répartition de postes entre équilibre politique. On m'a dit, tu es une des rares à avoir de l'expérience, tu peux être vice-présidente pour les écologistes dans le cadre de cette élection. Et qu'est-ce que tu veux? Et en fait, on m'a dit, tu peux prendre le logement. Ben, j'ai dit, ok, on prend. Alors, c'est vrai que j'y connaissais pas grand-chose. J'ai recruté comme collaborateur Lionel Primo, qui lui venait du mouvement Jeudi Noir, qui connaissait un peu plus que moi, qui est toujours dans le logement, hein. Il m'a suivi au ministère plus tard, et puis là, il travaille aujourd'hui à la Fédération nationale des associations régionales HLM, même si nos parcours sont un peu différents. Et on s'est dit, bon, on bosse. Voilà. Oui, alors là, on retrouve une de vos constantes, c'est-à-dire que vous êtes chargé d'un sujet, en fait, c'est assez et là, simple. vous vous mettez à travailler. Mais oui, en fait, j'ai été élue avec donc un président de région, Jean-Paul Huchon, qui avait une politique assez forte sur le logement en Île-de-France. C'était donc juste après la crise de 2008. Donc, soutien aux bailleurs sociaux, soutien aux coprodégradés, plan de réhabilitation des logements. Nous, on avait dit qu'il fallait qu'on ait un budget sur 5,5 milliards. En gros, il fallait que 200 millions à chaque année au logement. Donc voilà, il fallait bosser. Et puis moi, j'avais face à moi des services qui se disaient, c'est quoi cet élu? Elle y connaît rien, comme d'habitude. Enfin, c'était un peu ça. Donc avec Lionel, c'est une petite équipe, on était deux. Je lui dis, écoute, on prend tous les dossiers, on travaille, on bosse. Et puis après, on a fait un truc qui, je pense, a été très important pour moi. C'est qu'on a reçu tous les gens qui demandaient un rendez-vous. Et donc, j'ai vu tous les bailleurs. Parce qu'en fait, on finançait quasiment tous les bailleurs sociaux d'Île-de-France. Donc, je les ai quasiment tous vus. J'ai été beaucoup dans les inaugurations. J'ai été voir les quartiers. On avait donc l'ANRU. Donc, on a été visiter quasiment 130 quartiers en rénovation urbaine. Donc, d'un seul coup, tout ça prend forme. Et puis, en fait, c'est comme ça aussi que j'ai compris ce qui allait, ce qui allait pas, les difficultés, ce que la région pouvait faire ou pas. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, j'avais une chance. C'est qu'en fait, comme j'étais en charge d'une politique très grosse et offensive,
ça donne des ailes en fait. C'est-à-dire que ça permet de réfléchir. Voilà, j'étais pas à batailler pour 2-3 trucs. Notons d'ailleurs à ce sujet que souvent des élus travaillent beaucoup sur des sujets qui leur sont chers et que, avouons-le, en termes médiatiques, ça ne paye pas extraordinairement parce que ça n'est pas de ça forcément dont on parle de ce travail-là. Mais c'est pas notre sujet. En 2013, vous allez accéder au secrétariat national d'Europe Écologie Les Verts. Donc là, vous devenez la patronne du mouvement et là, c'est encore une autre expérience puisque là, vous devenez à la tête d'un parti politique. Ce qui est encore un autre sujet. Ouais, avec le passé, je sais pas si je vois ça avec le même plaisir et engouement. Il se trouve que donc je suis devenue élue, que par la suite je me suis engagée au sein d'Europe Écologie Les Verts. C'est la première fois que j'avais un engagement dans un parti politique. On a préparé les élections 2012, on les a gagnées dans une majorité parlementaire. J'ai aussi cette chance, c'est que moi on m'a demandé de représenter le parti sur les enjeux du logement au niveau national. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de débats, ce qui m'a aussi beaucoup appris. C'était des moments très importants, qui étaient très très structurants pour moi. Et puis bon, en gros, à un moment, voilà, s'est posé la question et je me suis engagée pour être chef de parti. Alors, je le dis très franchement, c'était en même temps une expérience vraiment très intéressante, énorme, d'une très grande responsabilité et je pense assez douloureuse en fait. Voilà, je le dis parce que autant les années, par exemple, d'Act Up qui ont été des années douloureuses parce que j'ai perdu des amis, mais j'ai toujours eu un très grand plaisir dans l'action collective que j'y ai faite. Autant à Europe Écologie, il y avait pas beaucoup de plaisir dans l'action que j'y ai faite. Voilà, je pense que tout le monde le sait, mais Nicolas Sarkozy a dit qu'être chef de parti c'est un des trucs les pires. Enfin, sincèrement, c'est une mission qui est très difficile. On est constamment la cible de tout le monde. Et par ailleurs, on est acculé à des réflexes de positionnement qui sont très, très compliqués. Alors, ça l'est d'autant plus que moi, j'ai été élue alors que mon parti était membre d'un gouvernement et quelques mois, donc avec un mandat d'y être et de peser dans la majorité parlementaire. Quelques mois après, on n'y était plus. Donc, ça a aussi changé complètement les choses. Et donc, j'étais aussi à la tête d'une famille politique totalement divisée à l'époque, ce qui a été très compliqué. Donc voilà, je renie rien du tout. En plus, j'y ai rencontré des gens absolument formidables, mais c'est aussi des années, franchement, en plus c'est quelque chose que franchement je referai jamais, quoi. Non, mais franchement, enfin bref. Ça vous permet quand même, quelque part, d'accéder à ce qui fait la raison de ce dialogue, c'est-à-dire que le 11 février 2016, vous êtes nommé ministre du Logement. Alors là, j'aimerais bien, puisque notre sujet c'est ma vie de ministre, comment est-ce que ça se passe? Vous avez reçu un coup de fil, vous saviez depuis un moment que le président, c'était François Hollande, ou le Premier ministre Manuel Valls pensait à vous? Oui. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais oui, un moment a été évoqué le fait qu'il fallait que les écologistes reviennent au gouvernement et le président voulait en fait réavoir des ministres écologistes avec ou sans le parti écologiste. Donc voilà, ça a été un débat évidemment extrêmement compliqué. Après, alors ça se passe dans un contexte post-attentat 2015, il faut pas oublier ça. Oui. Élection régionale avec 2 régions, le Front National fait plus de 42%, 42% dans les Hauts-de-France, 45% en PACA. Donc quand même, c'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai que moi, je suis sortie de ces élections-là. Donc j'étais en Île-de-France, on a perdu les élections et moi j'avais donc été candidate pour mon parti au premier tour. Franchement, un résultat minable pour les écologistes au régional. Et puis un sujet, c'est que le Front National était haut partout, à 1 an et demi de la présidentielle. Et donc c'est vrai que la question elle m'a été posée comme ça. En gros, c'était, le président voulait inclure des ministres écologistes pour redonner un élargissement de sa majorité. Il savait que certainement ça ne permettrait pas d'avoir l'adhésion nouvelle du parti, mais il voulait quand même qu'on rentre. Donc c'est vrai que j'ai fait ce choix-là. Donc c'était un choix en même temps difficile parce que ça voulait dire d'une part que je renonçais à ma fonction de chef de parti, que ça voulait dire aussi que j'allais me couper de cette famille-là. Ce qui a eu lieu d'ailleurs. Ce qui a eu lieu dans une extrême violence. Qui fait aussi d'ailleurs que, a posteriori, j'en ai parlé d'ailleurs avec un de mes très proches collaborateurs, quand j'ai vu la violence exprimée par certains membres de mon parti que j'ai dirigé, voir la violence avec laquelle ils m'ont parlé,
franchement, je me suis dit, mais comment j'ai pu diriger un parti où des gens sont aussi violents entre eux? Franchement, je le dis parce que ça m'a toujours marqué. Mais bon. Donc, en tout cas, c'est passé cette question-là. Et par contre, moi, j'avais dit les choses très clairement au président de la République. Je lui ai dit, si tu dois m'offrir quelque chose comme poste, où est-ce que je suis capable d'être en responsabilité et d'être utile? Parce que l'idée, c'est d'être utile au pays, hein. C'est pas d'être utile à soi-même. Dans ce cas-là, on fait surtout pas de la politique, hein. Je le dis à tout le monde. Ça, c'est surtout pas. Ça, je veux dire, c'est plutôt un choix d'abnégation de faire de la politique. Mais en tout cas, voilà, je lui ai dit que j'étais compétente. Je pouvais soit m'occuper de l'environnement et de l'écologie, soit du logement, mais que j'allais pas être ministre juste pour être ministre. Ségolène Royal restant au portefeuille qui était le sien, donc j'étais en charge du logement. Et c'est vrai que voilà, moi je connaissais les dossiers, je savais les choses qu'on pouvait terminer dans le quinquennat. Et d'ailleurs, Manuel Valls m'avait appelé le jour même en me disant, bon, t'es sûr, hein, tu sais ce que tu fais, et notamment, il m'a dit, je te dis une seule chose, je sais que tu connais ton secteur, mais les chiffres de la construction sont repartis en novembre dernier, donc j'ai une seule demande, il faut pas que ça baisse. Ce qui était une feuille de route très claire. Voilà. Et je lui avais dit, bon voilà, je lui ai dit, écoute Manuel, je me bats depuis des mois pour que ça augmente, donc on est d'accord. Et donc c'est vrai que par contre, moi ce que ça m'a permis, c'est que autant j'ai découvert évidemment l'entrée au gouvernement, enfin c'est quelque chose d'assez énorme. Oui, justement, alors ça j'aimerais savoir. Moi j'ai un ego surdéveloppé. Alors il me semble que si j'étais nommé ministre, je sais pas, il doit y avoir quand même un moment de satisfaction quand même, parce que c'est aussi l'aboutissement d'un travail, d'une volonté de faire, etc. Il y a quand même quelque chose, j'imagine. Oui, mais je suis pas sûre que ça soit, enfin qu'on ressente ce moment-là, par exemple, quand on est à la table du Conseil des ministres. Moi, c'est vrai que je me suis retrouvée à la table du Conseil des ministres, alors en comité restreint, on est 18 avec le Premier ministre, le président de la République. Et en fait, vous sentez un poids de responsabilité sur vos épaules qui est immense, parce que, en fait, vous êtes là et vous parlez des destins de la France. C'est oui, ça. Mais justement, c'est aussi exaltant. Oui, mais alors moi, je me suis pas dit c'est exaltant. Je me suis dit, non, je me suis dit, enfin, j'ai trouvé ça, enfin, je l'ai dit, c'est des mots assez simples. Je dis que c'était un honneur très fort. Mais c'est vrai. Et à partir de là, on se demande comment on fait bien. Moi, pour moi, l'idée, c'était de faire bien, d'être utile, de pas déconner, d'être, enfin, c'est pas juste de l'efficacité. C'est-à-dire que le passage, ce qu'on doit faire doit être utile pour la suite, pour le pays. Alors, moi, j'ai eu une chance, c'est que, je connaissais le secteur. 2, je connaissais ma date de fin. Moi, je savais que je suis arrivée là et que, de toute façon, en mai 2017, ça s'arrêtait. Ce qui m'a permis de recruter une équipe qui était la plupart assez proche et de leur dire, voilà, on a tant de mois utiles, donc en fait, on ne s'arrête plus. On y va. On n'a pas le temps de tergiverser. Et donc, c'est vrai que voilà, on a quand même porté beaucoup de choses. On voulait faire aboutir un certain nombre de réformes, de dossiers. Il fallait terminer la mise en application des lois qui avaient été votées parce que on était encore à même pas un tiers des décrets parus sur la loi Allure. Enfin, on avait donc des sujets réglementaires énormes. Et puis, on avait une reprise économique sur la question de la construction. Plutôt des élus qui se bougeaient, des promoteurs, tout le monde y allait, quoi. Les bailleurs, les promoteurs, les élus. Donc voilà. Et c'est vrai que ça a été plutôt très efficace. Et surtout, je me suis rendu compte, et ça, je le dis à chaque fois, c'est qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses quand on est ministre. C'est vrai qu'on peut être arrêté parce qu'on n'a pas les arbitrages et tout ça. Mais on peut aussi faire énormément de choses. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut... Parce que j'ai l'impression, on a déjà interviewé beaucoup de vos prédécesseurs et successeuses aussi, et successeurs. Parfois, on sent quand même qu'il faut être soutenu quand même très haut, et que si on est moins soutenu, notamment à l'Élysée évidemment, ou à Matignon, c'est quand même plus dur pour un ministre ou une ministre. Alors c'est vrai, mais je sais pas si c'est seulement être soutenu. C'est-à-dire que par exemple, me concernant, j'étais dans un gouvernement, enfin dirigé par un Premier ministre et avec un président de la République, qui ont toujours pensé que le logement faisait partie des sujets sur lesquels ils avaient des comptes à rendre. Enfin, ils avaient pris des engagements en 2012, ils voulaient les tenir. Donc ça compte quand même, parce que là, ça veut dire que... C'est-à-dire que moi, tous les mois, Myriam El Khomri donnait les chiffres du chômage et moi, je donnais les chiffres de la construction. Et Michel Sapin donnait les chiffres des rentrées fiscales et de la TVA. Donc voilà, il y avait des volontés très fortes que l'économie redémarre. On avait eu les attentats, on avait eu avant la crise et tout ça. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu à convaincre Emmanuel
Pas Emmanuel Macron. Non, François Hollande. Manuel Valls et François Hollande. Parce qu'Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'économie, j'ai dû le convaincre de pas mal de choses. Et j'ai pas réussi d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai jamais eu de problème avec le Premier ministre pour lui dire, écoute, faut qu'on accélère là-dessus, faut ceci, faut cela. Après, ce qui était très dur, c'est que, typiquement, quand on voit aujourd'hui le pas énorme qui est fait sur les enjeux de la rénovation des logements, que je trouve très bien, même si c'est un peu complexe, objectivement, on était très focalisé à l'époque sur la production, la reprise de la production, et c'était essentiel. Et c'est vrai on pouvait pas faire en même temps la révolution sur l'accélération de la rénovation, et notamment, on était encore, je pense, dans une prise de conscience tiède sur les enjeux environnementaux. Les choses ont beaucoup évolué depuis. Positivement. Mais c'est vrai que, j'étais soutenue, par mon passé de chef de parti, moi, je parlais en direct au président de la République et au Premier ministre. On se voyait. Ce qui est quand même un gros avantage, je pense. Oui, et puis en fait, moi, j'étais là pour servir l'État français et les servir. Enfin, sincèrement, j'avais pas je ne cherchais ni une carrière supplémentaire, ni à me présenter à la présidentielle. Et là-dessus, moi, j'avais des rapports de loyauté avec eux extrêmement forts. Peut-être plus d'ailleurs que certains autres membres du gouvernement. Ça arrive parfois. Mais je dis ça parce que c'est vrai que pour moi, les choses étaient très simples et pour eux aussi. Et par ailleurs, après, on a été confrontés à des sujets qu'on a pris à bras le corps. Typiquement, moi, quand je suis arrivée, j'avais des enjeux sur la production et tout ça. Au final, avec Bernard Cazeneuve, on va aussi s'occuper de la question de l'hébergement, de la mise à l'abri de l'ensemble des réfugiés qui arrivaient à l'époque. C'est un sujet que personne voulait. Depuis 2012, personne voulait vraiment s'en occuper. C'est Bernard Cazeneuve, en fait, qui va commencer à le faire. Et moi, avec lui, après, voilà. En même pas un an, on a mis à l'abri plus de 25 000 personnes. Moi, après, je veux bien toutes les leçons sur n'importe quoi, mais en fait, Mais justement, vous disiez, si on veut vraiment, on peut faire des choses. Alors, donnez-moi quelques exemples, outre celui-là, où vous vous êtes dit, il faut vraiment, sur ce sujet-là, il faut que j'avance, il faut qu'on avance, et, typiquement, le renouveau du bassin minier dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui était un sujet qui avait été lancé par le Premier ministre et par Sylvia Pinel plus tôt, une mission qui avait été lancée, et donc il y a un enjeu très clair. Le Premier ministre voulait qu'on agisse très fortement sur des secteurs qui étaient en très grande déperdition. Celui-là en particulier. On a créé tout un truc, un plan de renouveau et tout ça. Alors, avec une mise en œuvre. La réalité, c'est qu'en fait, il nous a manqué un mois pour pouvoir tout mettre en œuvre avant l'alternance. Et en fait, objectivement, on a perdu après plusieurs années. Mais c'est vrai que moi, j'ai reçu plusieurs reprises les élus locaux. J'ai été sur place, j'ai vu les préfets, j'ai vu Xavier Bertrand pour en discuter. Lui me disait très clairement, il m'a dit, écoute, moi, je veux bien y aller, mais je veux un vrai truc et pas des trucs d'annonce qui servent à rien. Et il avait raison. Et donc, mais ça, c'est parce qu'en fait, moi, j'étais persuadée qu'il fallait le faire. Donc, en fait, je consacrais du temps. J'ai été sur place à plusieurs reprises. Après, il y a aussi et ce que je veux dire, c'est que ça, c'est possible. Personne ne vous empêche de faire ça. De la même manière, parlons de Marseille, parce que quand même. Oui. Marseille, 2015, la mission de Christian Nicole qui regarde l'état du logement et de l'habitat dégradé, qui rend un rapport, je pense, tout à fait vrai et qui est très mal pris par les autorités locales, alors qu'il dit exactement l'état des lieux. Avec une radiographie tout à fait exceptionnelle et parfaite. Et moi, quand je deviens ministre, quelques mois plus tard, Manuel Valls me dit, tu dois le mettre en œuvre. C'est ce qu'on fait. On va avec lui en juin 2016 à Marseille. Je propose au maire de l'époque de l'argent supplémentaire pour l'habitat insalubre qu'il refuse. C'est la seule commune de France qui m'a refusé de l'argent quand même, qu'il refuse. Et sincèrement, jamais j'aurais pu imaginer ce qui va se passer 2 années plus tard rue d'Aubagne. Mais moi, à un moment, j'avais dit au Premier ministre, je lui dis, écoute, c'est pas l'enjeu politique, mais sur le logement, ils sont plus en capacité de faire. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas capable de mettre sous tutelle une ville. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe. Et aujourd'hui, et il y a eu le changement politique à Marseille, mais on voit bien que la question de la résorption de l'habitat insalubre dans cette ville est loin d'être réglée, qu'il manque des moyens, qu'il manque pas seulement de l'argent, il manque en fait une volonté de vraiment mettre fin à ça. Et là, typiquement, c'est sûr qu'il faut déployer une énergie de dingue, mais je pense qu'aujourd'hui, alors Julien Normandie s'est beaucoup engagé sur le sujet, je pense que Emmanuel Vargon essaie de le faire, mais en fait, il faudrait quasiment y aller tous les 15 jours. Et moi, ça, je l'ai fait sur certains sujets, où j'ai tanné les élus tout le temps. Oui, donc là, le ministre est quand même, vous disiez, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses que le ministre n'arrive pas à régler lui-même, mais ce que vous dites, c'est que s'il s'engage très fortement, notamment par sa présence sur le terrain, ça peut... en tout cas, ça joue. Ça joue, voilà. En tout cas, ça joue. Moi, je sais que sur l'hébergement ou même sur la production de logements sociaux, avoir les préfets en visio tous les mois, évidemment que ça allait... Au début, ils n'étaient pas là. Au début, ils avaient leurs secrétaires généraux. Puis, à bout d'un moment, ils étaient là. Puis voilà. Donc, je veux dire... mais
c'est aussi un peu normal. Enfin, je veux dire, c'est pareil de toute façon quand on dirige une entreprise ou quand on est un leader. Je veux dire, si on donne pas du sien, les gens derrière ils le font pas à votre place. C'est-à-dire que pour entraîner, il faut aussi y aller. Par contre, ce qui est vrai, c'est que et c'est ce que m'avait dit ma directrice de cabinet Ariane Azema, qui est d'un très très grand talent. Et en fait, il faut jamais elle m'a dit, il faut jamais se reposer, quoi. Enfin, faut jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lâche un peu prise, qu'on se dit c'est bon là, il nous a dit ça, c'est réglé, ça va le faire. En fait, on se rend compte que non. Et c'est vrai que parfois, on a manqué un moment de punch, d'aller. Je vais vous raconter une histoire. Il y a eu un texte de loi, une proposition de loi sur la question de la montée des eaux et notamment du sujet sur la résorption des calamités compliquées, comme par exemple l'histoire de l'immeuble Signal. À Lacanau, où en fait cet immeuble là maintenant est démoli, mais en fait les propriétaires ont dû sortir parce que l'eau, montée des eaux et tout ça. La députée du coin à l'époque, avec une sénatrice, avait sorti un texte intéressant. On n'a pas eu le temps de le passer en navette, et c'est vrai que moi j'ai manqué d'un truc, c'est qu'en fait j'ai pas réussi à appuyer jusqu'au bout pour qu'en fait ça passe une dernière fois au Sénat, pour qu'on le repasse derrière à l'Assemblée nationale. Il s'est passé quoi? Donc ce texte n'est pas passé sous la mandature précédente. Le député La République En Marche qui est arrivé après sur cette circonscription a repris le travail avec d'autres. Ils ont encore mis 1 an et demi à le faire. Ma vie de ministre du Logement, avec aujourd'hui Emmanuel Causse. Troisième partie, le ministère du Logement suite et fin et l'après-ministère. Ce dont vous nous parlez, c'est aussi qu'il y a l'aspect parlementaire dans les textes, parce que le gouvernement décide, mais il y a des choses qui doivent évidemment. Souvent, d'ailleurs, le gouvernement aimerait bien qu'il n'y ait pas les parlementaires. Oui, mais c'est peut-être utile tout de même. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Certains aimeraient que non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une avalanche aujourd'hui d'ordonnances pour se passer des parlementaires. Mais évidemment qu'il y a le Parlement. Oui, et justement, alors vous n'aviez pas l'expérience absolue du Parlement. Comment ça se passe quand on arrive, d'abord concrètement, quand on défend ces textes, beaucoup de ministres disent que c'est pas facile. Non, disons qu'il y a deux choses. Il y a déjà, vous arrivez par des questions au gouvernement. Oui. Là, j'avoue que la première fois où vous rentrez, moi, en effet, j'étais pas parlementaire, donc la première fois que je suis rentrée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est en tant que ministre. Alors là, je dois dire qu'un des ministres de premier plan du gouvernement m'a dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mets-toi là à côté de moi, je te guide. » Parce que c'est très compliqué. Il y a un jeu. Bon, après, j'étais chef. Et c'est très bruyant. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas quand on le regarde à la télévision. Mais alors, bon, vous savez, mais quand on est dans l'hémicycle, on voit bien que il y a du bruit. Il y a même beaucoup de brouhaha. C'est vrai. Et puis en fait, faut être dans sa. Oui, faut être un peu. C'est comme un match de boxe, quoi. Faut y aller à fond. Il faut continuer tout le temps. Après, bon, j'étais chef de parti. J'en ai fait des meetings. Donc dans des salles vides, mais aussi parfois quand même devant des salles pleines. Et un peu vivantes. Et un peu vivantes. J'ai aussi, je me rappelle très bien avoir été faire des auditions en 2012 sur le logement devant certains parterres professionnels où je me suis fait huer. Donc en fait ça va. Ouais. Non, par contre évidemment, d'une part, enfin moi j'ai toujours respecté les parlementaires. Évidemment que c'est pénible. Quand vous êtes ministre, vous êtes dans la négociation, c'est très compliqué. Mais de toute façon, c'est pas un choix. C'est-à-dire qu'il faut faire avec. C'est la démocratie et le temps du Parlement, il doit être là. Par ailleurs, sur des sujets nous concernant, parfois c'est par le Parlement que j'ai fait passer des choses. Donc il y a ça aussi, c'est que en plus d'une part, on n'écrit pas toujours que des bons textes législatifs. Franchement, il y a des parlementaires qui, par leur mission d'évaluation, d'application des lois ou même par leur proposition de texte, avancent beaucoup. Et typiquement, moi, dans la loi que j'ai portée, la loi égalité-citoyenneté, par exemple, on a intégré des évolutions très importantes sur la question des gens du voyage, leur statut et puis aussi la partie de leur logement. Qui avait déjà été abordée par Louis Besson. Exactement. Et donc, c'est tout un travail qui avait été modernisé par Dominique Bourg dans une proposition de loi, sauf qu'en fait, le Sénat la bloquait. Et typiquement, moi, avec lui, en fait, j'ai intégré tout l'ensemble de son travail au sein de mon texte de loi pour qu'il puisse être passé avant la fin de la mandature, qui a amené quand même des évolutions très importantes. Et puis d'autres aussi, parce qu'on a fait une reconnaissance mémoriale, y compris des enjeux de déportation et de concentration des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui était très important, c'est qu'en fait, sans lui, sans ce parlementaire, en fait, ce travail n'existerait pas. Été fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un choix. Et d'ailleurs, moi, en tant que présidente de l'Union aujourd'hui, voilà, quand les parlementaires me demandent des auditions, de venir et tout ça, enfin, ça fait partie de mon job. Et évidemment qu'on y va. Évidemment.
Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois on a des débats très compliqués sur les ordonnances. Quand en décembre dernier, la ministre Vargon nous dit je vais réformer la loi SRU par voie d'ordonnance, moi je lui ai dit je veux même pas savoir sur le fond ce que tu vas proposer. Enfin pardon, je la vous vois dans des rendez-vous ce qu'elle va proposer. On en est bien sûr. Mais je lui ai dit c'est pas possible de passer par une ordonnance. C'est un débat national. Les parlementaires, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, ça fait partie des sujets qu'on débat en chambre et pas écrit dans les administrations centrales. Là-dessus, je pense qu'il faut qu'on soit assez clairvoyant, notamment dans la période où, objectivement, le Parlement n'a pas été très au cœur, en fait, des débats politiques. Alors, on doit avancer et on avance. Au bout d'un an, 14 mois de ministère du Logement, vous quittez vos fonctions avec le gouvernement et le président de la République qui s'en va. Moi, j'ai le souvenir. Alors, est-ce un tweet, est-ce un selfie, est-ce une photo, mais de vous allant prendre un carnet de métro, sortant de votre ministère. Qu'est-ce qui se passe après 14 mois où il y a quand même pas beaucoup de répit et où on travaille, je pense qu'il vaut mieux pas compter d'ailleurs ces heures de travail. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup là? On arrête. Alors il y a eu deux choses. D'une part, il y a ce qui a été compliqué dans la passation de pouvoir, c'est qu'en fait j'avais pas de successeur. Oui. Donc quand même, j'avais quand même l'impression qu'on avait fait des choses bien pour le secteur. On aurait pu faire 10 fois plus, mais ce qui était compliqué, ce qui est toujours dur, c'est pas tant de partir, c'est de se dire qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire et qu'en fait ça passe trop vite. Oui, il y a toujours un regret. Et qu'en fait on commence à être très bon. C'est aussi ça, c'est comment vous dites que vous commencez à être très bon, en fait ça y est, c'est fini. Donc on a un peu galéré à savoir à qui on devait passer faire la passation de pouvoir. Et puis Richard Ferrand m'a dit mais t'inquiète pas, en fait c'est moi le ministre du Logement. Bah je dis c'est formidable Richard, donc viens. Bah c'est vrai qu'après avoir quitté mes équipes, bah oui, mais c'est normal. Est-ce qu'il n'y a pas un moment quand même de non, enfin en tout cas c'est pas à ce moment-là parce que évidemment il y a une image de moi qui prend un pass Navigo. Oui. Bah oui, parce qu'en fait j'avais plus était plus chargé mon pass Navigo et qu'en fait juste après ça, j'allais à une réunion de campagne électorale parce qu'en fait, on était en pleine législative. Et oui, vous étiez candidat. Donc en fait, moi, j'ai pas décroché tout de suite parce que j'étais candidate aux législatives et en fait, j'ai vraiment décroché à l'issue du premier tour où en fait, comme beaucoup de gens, j'ai été battue assez durement. Mais donc ça, c'est très peu de temps après, puisque c'est un mois après. Un mois après. Et en fait, ce que j'ai fait, en fait, j'ai beaucoup dormi. Ce qui est une bonne idée. Pas dormi, je veux dire que voilà, pendant un moment, je me suis posée. Et ce qui était assez douloureux, c'est pas tant en fait de perdre les élections législatives par ailleurs. Ce qui est jamais agréable, cependant. Non, mais c'est pas agréable. Mais bon, c'est la vie. Quand on fait le choix d'aller au suffrage universel, bah oui, on perd. Voilà. On perd, c'est pas agréable. De toute façon, j'aurais gagné, j'aurais siégé dans l'opposition. Je sais pas si j'aurais été très heureuse non plus dans cette vie. Ce qui était difficile pour moi, c'est que ce que j'avais beaucoup aimé dans ma fonction de ministre, c'est d'avoir pu travailler évidemment pour le pays, enfin dans une dimension, on va dire, d'intérêt général, et puis de prendre des décisions et de diriger. C'est vrai. Enfin voilà, moi je me sens à l'aise là-dedans. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, moi, je suis habituée quand même à agir, à prendre des actions. Oui, et puis quand on n'est pas fonctionnaire, les fonctionnaires qui ne sont plus ministres retrouvent leur corps d'origine. Mais quand on n'est pas fonctionnaire, eh bien, on retrouve sa position d'origine, c'est-à-dire quoi? Bah, j'étais donc conseillère régionale d'opposition, ce qui est une fonction, mais en Île-de-France. Et donc après, et puis alors. Autre chose sur lequel j'avais une certitude, c'est que je voulais continuer à travailler dans le secteur du logement. Oui, alors ça, c'est une question qui m'intéresse parce que c'est pas le cas de tous les ministres qui ont été spécialisés dans un secteur. Pourquoi c'est parce que vous aviez vraiment... Non, mais moi, parce que d'une part, j'adore ça. Je me suis même posé la question à un moment. Alors franchement, j'ai plus l'âge, mais à un moment, je me suis dit que j'aurais bien aimé reprendre un peu des études sur des enjeux d'urbanisme et tout ça parce que ça me passionne et que ça m'intéresse. Et puis parce qu'il y a tellement à faire. Donc, je voulais faire ça et en même temps, il y avait ça et l'autre chose, c'est que je voulais garder avec l'intérêt général parce que oui, vous je veux dire, je peux travailler évidemment dans le secteur privé. Je pouvais, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai créé ma société de conseil parce que je voulais avoir une activité professionnelle autonome. Il y a ça aussi, c'est quand vous avez été ministre, vous avez un peu envie d'être autonome aussi. Donc voilà, moi, je suis habituée à beaucoup travailler, mais je voulais être autonome et je voulais travailler au service des gens. Vous parlez d'autonomie parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes en étant ministre.
Il y a surtout le sujet, c'est que pendant 3 ans, vous devez déclarer toutes vos activités quand vous n'êtes pas fonctionnaire. Et donc moi, comme je voulais travailler dans mon secteur, j'ai dû déclarer, après c'est la loi, hein, donc j'ai dû déclarer à la haute autorité ce que j'allais faire. Il y a des clients pour lesquels il y a des entreprises pour lesquelles je ne pouvais pas travailler. Oui, puisque vous aviez été, en tant que ministre du Logement, en tant que ministre du Logement, j'avais pu prendre des actes législatifs ou réglementaires qui étaient liés à les concernant personnellement. Donc typiquement, ayant mis en œuvre l'ordonnance d'action logement, je ne pouvais pas travailler sur l'ensemble de la sphère d'action logement. Et je me rappelle très bien que une dirigeante d'une ESH Action Logement qui m'avait demandé un conseil d'organisation de sa structure, je lui ai dit écoute, je peux pas travailler pour toi. Elle m'a dit mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je lui dis rien. Mais en fait, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de le faire pendant 3 ans. Et ce qui est peut-être long, je trouve. Enfin, je ne sais pas. Là, il faudrait voir. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, d'une part, et les ministres d'aujourd'hui en feront la meilleure expérience demain, c'est-à-dire que notre pays ne prévoit pas du tout, en fait, réellement, les passages de l'action publique au privé, avec en plus des clauses extrêmement importantes Mais parce que c'était très rare autrefois. Il y avait une forme de carrière politique au fond que les on devenait ministre, on gagnait des élections législatives, on les perdait tout éventuellement sénateur ou quelque chose comme ça. C'est vrai. Là, il s'est passé 2 choses. D'une part, on est un certain nombre, alors plutôt des femmes à être sorties jeunes du gouvernement, c'est-à-dire moins de 45 ans, plutôt 40 ans, et puis n'étant pas fonctionnaires et devant trouver par nous-mêmes, toutes seules, des fonctions professionnelles. Pardon, je vous coupe, mais à mon avis, est un grand apport à la vie politique, c'est qu'il est bien qu'il y ait des profils qui ne soient pas, je dis rien contre les gens qui ont fait l'École nationale d'administration, naturellement, mais qui ne soient pas ceux-là, qui soient des profils qui soient justement différents de ceux de la haute administration. Y compris, je vais vous dire, d'avoir des profils de personnes qui ont juste été à la fac, comme moi ou Myriam El Khomri, et qui avons toujours travaillé pendant nos études. Parce que, voilà, il n'y a pas que des ministres qui ont fait des grandes écoles, ni des classes préparatoires. Je veux dire, il y a des gens qui vivent très bien en ayant fait un diplôme de la faculté, tout simplement. Je le confirme d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai voulu. Et après, c'est vrai que voilà, j'étais sollicitée par des acteurs du logement et de l'immobilier pour travailler. En plus, ce qui était très intéressant pour moi, c'est que j'ai travaillé pour des acteurs privés, donc j'ai aussi découvert le fonctionnement de grands groupes immobiliers, justement leurs difficultés. Je les ai beaucoup conseillés sur de la stratégie. Et puis c'est vrai qu'assez vite, en fait, j'ai repris des mandats associatifs en fait dans le secteur HLM, dans des différents conseils d'administration parce que j'étais sollicitée. Alors ça, c'est des choses que je fais évidemment bénévolement. J'ai repris la présidence d'un groupe HLM Coali Habitat qui est très particulier, qui s'occupe que de loger des foyers de travailleurs migrants, donc c'est des publics très spécifiques. Et c'est vrai qu'en fait, pour rien vous cacher, autant j'adorais ma fonction de ministre et mon engagement politique, mais aujourd'hui, en fait, j'aurais beaucoup de mal à quitter mes fonctions professionnelles. Puisqu'aujourd'hui, je suis présidente de l'Union et que par ailleurs, je travaille chez un bailleur HLM dans la direction de la stratégie. Et moi, je veux garder, en fait, absolument cette ambition. Alors, parlons un peu justement de l'Union sociale pour l'habitat, que vous êtes désormais présidente depuis novembre. Alors là aussi, vous étiez un peu atypique par rapport au profil un peu classique quand même des présidents de l'USH qui se sont succédés depuis quelques années, qui étaient souvent des parlementaires, des hommes et des hommes incontestablement un peu blanchis sous le harnais et qui n'avaient pas tout à fait le même profil que vous. Voilà, en fait, l'Union sociale pour l'habitat, qui a eu différents statuts, mais qui existe en gros depuis la fin des années 70, a toujours été présidée par des hommes. Qui venaient plutôt du Parti socialiste. Oui, alors pas que, mais oui, et qui ont été soit des hauts fonctionnaires, soit des parlementaires. Et l'Union, c'est vraiment une maison magnifique. Voilà, c'est une union professionnelle. Ça ressemble à l'ensemble des bailleurs sociaux, des familles très différentes. Mais c'est vrai que nous, notre métier, c'est de faire du logement social pour les gens qui n'ont pas des revenus très aisés. Donc, et c'est quand même assez formidable d'avoir une union autour de ces questions-là. Donc c'est vrai que moi, quand je suis rentrée en fait au sein de l'Union au comité exécutif, j'y allais pas pour ça. Évidemment qu'il y en a plein qui, quand ils m'ont vu siéger là, ils m'ont tous dit oui, tu viens dans 3 ans, il y a le renouvellement de Jean-Louis Dumont, nanana. Ils sont peut-être pas totalement trompés en l'occurrence, mais en tout cas certains espéraient beaucoup que j'irais. Pour rien vous cacher, beaucoup m'ont dit il faut que tu le fasses, c'est le bon moment et c'est intéressant. Et c'est vrai aussi que Jean-Louis Dumont, donc qui était le président de l'Union, qui n'allait pas se représenter, qui a fait donc 2 mandats et qui était parlementaire, il m'avait dit à un moment, il m'a dit il faut que tu te poses la question parce qu'en fait c'est un enjeu pour l'Union d'une part de se féminiser,
d'autre part de se moderniser, et y compris que ces dirigeants soient plus en phase. C'est pas juste une question d'âge, mais plus en phase avec en fait les gens qui dirigent les structures HLM. C'est vrai qu'en fait, Jean-Louis Dumont et plein d'autres en fait sont issus de cette génération qui a été vraiment des militants du logement, qui ont démarré tous en fait dans les années 80-90. Et c'est vrai que là aujourd'hui, il faut qu'aussi on on fasse de la place à ceux en fait au quadra et au quinquat. C'est ça la question. Et on le voit même d'ailleurs dans les grands fonctionnaires du logement, au ministère du logement, beaucoup en fait là viennent de partir à la retraite. C'est en fait génération qui arrive. Exactement. Et la génération qui est en train de partir à la retraite, c'est une génération qui a construit des tas de choses essentielles pour le logement. Et donc c'est vrai que voilà, Jean-Louis m'avait dit longuement avant. Après, j'ai pris ma décision pendant le confinement, pour rien vous cacher. Parce que je me suis dit, à un moment, il faut se décider, il faut se bouger. Et donc, je me suis dit que voilà. Fallait être utile à la maison. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous soyez la première femme, aujourd'hui, nous sommes dans un secteur du logement où la ministre est une femme, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat est une femme, la présidente de la Fédération des promoteurs est une femme, la présidente de CDC Habitat, qui est un des gros leaders, est une femme, la directrice générale de Nexity, qui est le premier promoteur en France, est une femme. Enfin, on sent bien que vous parliez génération et aussi femmes qui sont arrivées à des niveaux de responsabilité. C'est vraiment une bonne nouvelle. Après, bon voilà, en juillet dernier, c'était pas le cas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à part c'est récent, oui. À part Alexandra Cusack, elle était toute seule et c'est quand même un sujet. Non, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle, y compris le fait que Anne-Sophie Grave ou Nadia Bouillet soient aujourd'hui à ces postes-là, parce que il y a une question évidemment de nouvelle génération, mais aussi très clairement, il faut que dans le secteur HLM et comme dans tout le secteur immobilier, il faut que les femmes dirigent des boîtes. Et je veux dire, il y a aucune raison qu'on soit dans ce déséquilibre-là avec objectivement des femmes aussi talentueuses que les hommes sur ces métiers-là. Alors, par exemple, faut le dire quand même très clairement, Meka Brunel, elle aide beaucoup à ça. L'arrivée de Meka Jessina fait quand même que... Absolument. Et je le dis parce que je pense que ça a aussi permis, parce que elle joue vraiment dans la cour des grands, mais elle a aussi permis de dire, écoutez, voilà, maintenant faut compter sur les femmes. Le fait que Véronique Bedag on a eu le plaisir de lui remettre un trophée Ivo Parité parce que je crois que c'était vraiment essentiel de dire bien à sûr. Quel point elle joue un rôle quand Alain Dina il confie les suites de Nexity à Véronique Bedag, ça dit aussi quelque chose. Alors il avait déjà fait le choix de rajeunir avec Jean-Philippe, mais vous direz, mais voilà, je pense que c'est important aussi de le dire. Et puis moi je pense qu'il faut continuer à se battre. Et c'est vrai qu'au sein de l'Union, alors voilà, le COMEX, on essaie de le rajeunir, on essaie aussi de le rendre paritaire. Exactement. Alors après, ce qui est difficile, c'est que moi, j'ai autour de moi dans un COMEX, en effet, pas totalement encore paritaire et encore une moyenne d'âge assez élevée, mais j'ai aussi des gens qui sont des vrais militants du logement social. Donc c'est pour moi aussi très difficile de pas m'appuyer sur eux, et d'autant plus qu'en fait j'ai besoin des deux. J'ai besoin de nouvelles générations, et puis j'ai aussi besoin de gens qui me rappellent constamment l'antériorité. Parce que dans ces sujets-là, il y a parfois des sujets, par exemple sur le financement du logement social, on a les serpents de mer les mêmes depuis 20 ans. Et donc ça me permet aussi de voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi vivre avec son temps, faut se moderniser, on a des enjeux d'image. Et puis on a aussi des enjeux il faut passer la main à d'autres générations. Moi ça me paraît normal. Passons la main à une nouvelle génération. Je trouve que c'est une belle conclusion. Merci Emmanuelle Cos. Merci beaucoup. Ma vie de ministre du Logement, un podcast Imo Week avec le soutien de Gessina, première foncière de bureau en Europe et acteur du logement locatif depuis 1959.